Bonjour, cette vidéo est la première de 3 vidéos sur l'éclairage naturel en architecture. Les 2 suivantes auront pour support l'architecture de Alvar Aalto, architecte finlandais moderniste, et principalement ses bibliothèques où il montre toute la maîtrise que l'on peut avoir de la lumière naturelle en architecture. Mais avant cela, quelques précisions sur la manière dont j'aborde la lumière en architecture, que ce soit la lumière naturelle ou la lumière artificielle. Cette manière, elle est proche par exemple ici de cette image qui ornait la page de couverture du mémoire, c'est-à-dire en fait du cahier des charges et des plans de Claude Nicolas Ledoux pour le théâtre de Besançon, fin du XVIIIe. Et donc cette image pour moi est emblématique. On parle d'architecture, mais ce qu'on voit tout d'abord, c'est l'œil. Ensuite la lumière et enfin le bâtiment. Et donc c'est dans cet ordre-là que l'on va aller et non autrement, ou d'ailleurs pour l'éclairage artificiel, ne pas partir de la source, mais partir de, ok, qu'est-ce que le sujet percevant doit percevoir, de quelle lumière est-ce qu'il a besoin, et ensuite on remonte vers ce que j'appelle le mécanisme lumière, c'est-à-dire soit un luminaire ou une fenêtre, et enfin on remonte à la source. D'accord ? Tout ça pour obtenir un effet lumière, comme celui par exemple qui est représenté en fond de l'image que vous voyez pour le moment. Donc en fait, on va aller du cerveau à l'œil vers la lumière. Alors, pour ce faire, ce petit schéma ici, ou ces 2 petits schémas, celui du haut, c'est celui qui, désolé, mais est encore trop souvent d'actualité, c'est-à-dire que on segmente les domaines en fait de l'éclairage, et donc il y a les personnes qui travaillent sur les sources lumineuses, quand c'est de l'éclairage artificiel, les LED par exemple, voire les luminaires, ceux qui travaillent sur la physiologie de l'individu, donc les médecins et autres, et puis entre les deux, une sorte de terra incognita, de terre inconnue, qui est le passage justement entre l'un et l'autre, et donc avec soit une source lumineuse directe, ce qu'on essaie évidemment d'éviter, soit par la réflexion de la lumière sur des parois. Et en fait, ces parois, c'est l'architecture, et donc c'est ce qui nous occupe. Alors ce que je vous propose, c'est la partie du bas de l'image, là, donc de partir finalement du cerveau, donc de la dimension cognitive. Je reconnais en fait un espace, je reconnais les qualités de la lumière, les qualités de l'espace, je peux faire telle ou telle tâche, ou prendre plaisir dans un espace, parce que je connais d'autres lieux. Et donc ça c'est la dimension cognitive. Et puis on va se déplacer, par exemple à l'arrière du cerveau, là, de la tête, vers des zones en fait où l'analyse se fait par opposition, par paire oppositive, voilà, et pour ensuite remonter, alors bon, la flèche là est un petit peu schématique, mais néanmoins, vers l'œil, d'accord, donc vers ce qui nous permet de percevoir la lumière d'une part, mais l'espace, justement. Et donc, évidemment, il n'y a pas, enfin c'est un rappel, mais c'est parfois pas inutile de le rappeler, il n'y a pas d'espace architectural. D'une part, sans individus qui le perçoivent, mais aussi sans lumière, évidemment. D'accord ? Et donc c'est pour ça que notre vision est essentielle et que les flèches bleues, là,
vont vers la lumière, bon, de nouveau pas directement, mais par le biais des surfaces qui nous entourent et donc de l'architecture. D'accord ? Donc ça, c'est essentiel. Alors c'est vrai que c'est pas si courant que ça, je dois le dire, parce que une revue d'éclairagistes, il y a déjà bien longtemps, avait intitulé un interview qu'ils avaient voulu que je donne, je traduis, celui qui prend les choses par l'autre bout. Et c'est vrai, bon, on va prendre les choses par l'autre bout, et donc ça, il faut vraiment le garder en mémoire. Alors, je vais tout de même vous parler de deux concepts japonais liés à l'espace, mais aussi liés à la lumière. Et donc, en fait, le premier, c'est le ma. Alors, le ma, c'est quoi ? Vous avez les idéogrammes, donc en haut, l'original, et puis, la déformée, et c'est tel qu'il se dessine aujourd'hui, en bas. Mais donc, c'est quoi ? Ce sont deux portes très lourdes, celle de la cité interdite de Pékin ou autres, et donc qui sont très épaisses. Et donc, pour les fermer, eh bien, il y a une fine fente entre les deux qui va rester, par laquelle la lumière du soleil va pouvoir pénétrer. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi, par parenthèse, que c'est un concept japonais essentiel, d'accord ? Et donc, c'est l'espace. Mais c'est pas un espace vide, d'accord ? C'est un espace qui a une sorte de matérialité, un petit peu comme quand vous êtes dans le brouillard, là tout à coup, vous vous rendez compte que eh bien ce qui paraissait vide, peut-être une heure avant d'ailleurs, dans certains cas, eh bien n'est plus vide, il y a une matière, d'accord ? De même que dans la piscine, vous pouvez voir le fond de la piscine, mais il y a de l'eau. Donc, eh bien, l'air n'est pas un vide. Heureusement d'ailleurs, parce que si c'était un vide d'air, on ne survivrait pas. Donc voilà, donc il y a une matière. Et donc finalement, cette lumière qui passe entre les deux portes nous permet de percevoir l'espace. Et donc si je me mets en zazen face à un mur avec dans le dos deux portes qui ne se ferment pas totalement. Au Japon, ça arrive souvent avec des shoji, par exemple, donc ces parois translucides, pas pour le côté translucide, elles pourraient être, ou ça pourrait être des fusuma, qui sont des parois opaques, mais il n'y a pas, en fait, d'éléments qui ferment l'interstice entre les deux. Et donc on a une fine fente. Par cette fine fente, si je reste la journée, eh bien je vais voir le soleil en fait éclairer une partie de la paroi droite, l'angle de la paroi gauche, excusez-moi, de l'angle gauche, et puis passer en fait dans toute la pièce et peut-être un peu sur le sol à midi devant moi, et puis en fait repartir et disparaître vers la droite. Et donc, sur la journée, j'aurai découvert progressivement l'espace grâce à la lumière. Voilà. Alors, ce qui est essentiel, c'est de prendre conscience que dans ce cas-ci, je suis statique et c'est la lumière qui bouge. Alors, avant d'arriver à l'autre concept, ici, un exemple avec Toyo Ito et la maison pour sa sœur, une maison en fait reclus, un lieu reclus sur lui-même volontairement, avec un élément en courbe, et donc c'est un élément qui n'a pas vraiment une spatialité très facile à lire, parce qu'il n'y a pas d'angle et ainsi de suite. Et donc il vient très subtilement avec cette fente qui va finalement faire qu'au fil de la journée, on va pouvoir lire la temporalité du lieu et donc lui donner finalement dimension.
d'accord? Donc voilà, et variation à ce niveau-là. Donc ça, c'est je suis dans un lieu, je suis statique, et c'est la lumière qui bouge et qui me révèle en fait l'espace. Le deuxième concept est le concept de Oku. C'est un concept peut-être un petit peu plus compliqué, ou en tout cas moins connu que le concept du mât. Voilà. Et en définitive, ici, on a, il suffit de regarder les images de l'idéogramme, on a un grand toit. Alors ça, c'est le grand toit d'une maison chinoise ou japonaise, et les maisons japonaises, en fait, sont extrêmement sombres. C'est l'éloge de l'ombre, par exemple, par Tanizaki, donc prix Nobel de littérature. Je vous conseille la lecture, ce n'est pas très épais, donc voilà. Mais c'est superbe et bien dense. Voilà. Et donc entre ce toit, en dessous de ce toit, eh bien il fait sombre, il fait même noir. Voilà. Et il y a une petite flamme qui vacille. Alors donc on change de lumière, on n'est plus dans la lumière naturelle, on est dans la lumière artificielle, mais ça, on pourrait être dans un sous-bois avec la lumière qui passe entre les feuilles, qui bouge avec le vent, et on a un effet un peu semblable. Sauf que ici, il fait tellement sombre, mais dans les forêts japonaises, il peut faire aussi très sombre. Voilà. Et donc, on a les deux mains qui viennent un peu à tâtons, vers la lumière. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Mais contrairement au concept du mât, Oku, c'est je me déplace vers une lumière qui est statique. Alors, elle sera relativement statique parce que si c'est une flamme, eh bien, elle va bouger et donc éclairer plus des parties à un endroit ou à un autre de la pièce, mais néanmoins. Donc ici, l'individu se déplace, d'accord, et la lumière est fixe. Mais on est dans les deux cas dans de l'architecture, dans de l'espace. Bon, ou des extensions, comme je viens d'expliquer avec la forêt. Alors ici, un exemple de Fumihiko Maki, un architecte japonais, peut-être moins connu, mais néanmoins prix Clair d'architecture, donc prix Nobel d'architecture, qui toute sa vie a travaillé sur ce concept de Oku. Et ici, on a sans doute l'image la plus emblématique qui soit, avec un escalier. Alors, bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a une autre vidéo sur ces concepts-là d'ailleurs. Donc voilà, mais ici, on passe d'un espace à un autre, d'un espace éclairé à un autre espace éclairé, par une dénivellation qui est dans l'ombre. Alors, je sais, ne faites pas ça parce que c'est dangereux et ainsi de suite, mais traditionnellement, c'est ça. Voilà, donc le concept de Oku. Donc je me déplace de la lumière vers la lumière par un espace dans les ténèbres donc avec un déplacement vertical. Voilà. Alors, quelques aspects ici, un peu épars, mais néanmoins. Donc ici, je voudrais attirer votre attention sur la lumière naturelle et sa propagation. Vous le voyez d'ailleurs déjà un petit peu dans la photo précédente. Alors ici, on a une architecture de Jacques Dupuy, architecte moderniste belge de très grande qualité, où on voit non seulement la pénétration directe de la lumière, mais aussi sa pénétration indirecte par le renvoi de cette lumière via donc la réflexion par un ou plusieurs pans de mur, et donc de manière à ce que ça pénètre véritablement dans toutes les parties de la maison et pas uniquement celles qui sont en lien direct avec le sud ou avec enfin celles qui ne seraient pas au nord. Non, ici il y a des murs nord qui sont éclairés de manière donc indirecte, mais qui sont éclairés malgré tout par la réflexion.
La même chose au plafond, toujours dans cette maison, superbe maison, comme toutes celles de Jacques Dupuy, avec énormément de finesse et sensibilité, où le plafond est en noir. De prime abord, évidemment, ne jamais faire cela, dit-on. Oui, mais sauf que ici, en noir, le noir est un concept. Ici, d'ailleurs, c'est un noir qui est relativement chaleureux. Et d'autant plus, d'ailleurs, avec la réflexion de la lumière et le sol qui est clair et légèrement blanc cassé. Et donc, en définitive, ici, on a la réflexion de la lumière sur le sol qui est renvoyé au plafond et qui est renvoyé encore plus loin dans la pièce. Donc, toujours ce même principe. Alors, c'est dû à la nature du matériau, qui est suffisamment réfléchissant que pour faire un effet miroir et renvoyer la lumière, en fait, profondément dans le lieu. Donc, d'où l'importance, que ça soit pour les murs, pour le plafond, pour le sol et ainsi de suite, l'importance du choix des matériaux. Ce n'est pas quelque chose qui doit être laissé au hasard, c'est véritablement un travail sur les parois, sur les matières, sur les couleurs et ainsi de suite, pour amener la lumière là où on le désire. Parce qu'en général, on dit oui, le plus loin possible dans la pièce. Oui et non. C'est maîtriser la lumière, voilà. Et donc, si on reprend l'idée que c'est le sujet percevant qui est au centre de la problématique, eh bien, où doit-il avoir de la lumière ? Où la lumière doit-elle se concentrer ? Parce qu'on peut avoir justement plusieurs réflecteurs, voire aussi de l'éclairage direct, qui vont concentrer la lumière à un endroit plutôt qu'à un autre, et c'est ce qu'on verra aussi avec l'architecture d'Alvar Aalto. Autre exemple ici, donc où on voit que justement certaines pièces sont volontairement plus sombres et d'autres plus claires. Alors, petit rappel aussi, la lumière en fait naturelle bien sûr, dans ce cas-ci, eh bien elle varie. Elle varie de façon horaire, j'en parlais implicitement avec le concept du mât, mais elle varie aussi d'ailleurs de saison en saison. D'accord ? Alors ici, simplement au niveau horaire, cette simulation réalisée d'ailleurs comme l'analyse précédente par des étudiants en architecture de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Bruxelles à l'époque où j'enseignais. Eh bien donc ici on a une superbe maison donc de Jorn Utzon, l'architecte de l'Opéra de Sydney par exemple, et donc voilà, où on a une pièce toute simple, mais vous voyez les variations. On est au Danemark, donc voilà. Et donc en septembre, la lumière est déjà beaucoup plus basse. Ce serait encore plus marqué d'ailleurs au mois de décembre, mais ici on voit la lumière entre 15 et 20 heures. Fin décembre, vers 15 heures au Danemark, la lumière elle est déjà plutôt absente. Mais donc, vous voyez la manière dont cette lumière, justement, vient transformer l'espace totalement, parce que elle se développe et se déploie non seulement, justement, sur le sol, mais aussi, justement, sur les parois verticales. Et donc, ce sont vraiment des modifications totales de la perception de l'espace qu'on a, simplement par une simple baie vitrée. Ce n'est pas un mécanisme lumière extrêmement sophistiqué. Alors ici, on a un mécanisme lumière extrêmement sophistiqué qui est en fait la bibliothèque de Berlin, Stadtbibliothek à Berlin, en Allemagne, par Hans Schaun, qui est un des tout grands architectes modernistes allemands. Alors, elle est réputée pour la qualité de sa lumière naturelle. Et donc, voilà, avec des mécanismes lumière qui sont extrêmement sophistiqués. Vous les voyez
sur la photo de gauche là, et donc vous voyez la manière dont justement on évite la lumière naturelle directe, d'accord, et on la diffuse par cet élément intermédiaire qui doit répartir la lumière le plus possible. Et l'homogénéiser. En fait, en visitant profondément d'ailleurs cette bibliothèque il y a déjà quelques années, j'ai pris des mesures au luxmètre en différents endroits et vous avez en haut les valeurs sur un quart d'heure, 15 minutes. Donc voilà, et donc toutes les valeurs sont prises toutes les 20 secondes, donc 3 valeurs par minute. Donc voilà le graphique que ça donne. Alors, c'est une bibliothèque et donc on devrait avoir finalement 500 lux uniformément répartis. Vous voyez qu'on ne l'a qu'en partie. Alors, c'est très étonnant parce que ce jour-là, c'était au mois de mai, eh bien, le ciel était bleu, il y avait de temps en temps un petit nuage, vous voyez les petits nuages symboliques là, que les enfants dessinent dans le ciel, histoire de dire que ce ciel bleu n'était pas uniformément bleu, mais qu'il y avait une présence finalement dans ce ciel, présence rassurante d'ailleurs pour les enfants. Et donc ici, mais bon, c'était un nuage vraiment de temps en temps. Et donc ce qu'on voit, ce sont toutes les variations, d'accord, qu'il y a de la lumière. Pour la personne, et d'ailleurs pour moi-même qui prenais les mesures, c'est totalement imperceptible, ou quasiment. Et pourtant, on passe de 500 à de plus de 500, voilà, à presque 250, donc on divise. Mais voilà, l'œil s'habitue et ce sont des variations qui sont neutres. L'intérêt de la chose n'est pas dans l'uniformité, l'intérêt est dans la variation. C'est ce qu'on appelle le coup de jour, donc que l'on essaye d'avoir dans des grandes salles de réunion ou même dans des parlements, je pense justement à Berlin aussi, au Bundestag et autres. Pourquoi ? Parce que être constamment dans la lumière artificielle, qui elle ne bouge pas ou pas trop, je crois que si on regarde d'ailleurs plus précisément, on verra que ce n'est pas tout à fait le cas, selon les sources de lumière artificielle, mais néanmoins, ce ne sont évidemment pas des variations comme celle-là, et donc on a tendance à s'endormir. Et ici, ben non, justement, cette lumière naturelle, et c'est ça son intérêt aussi, d'accord, c'est que, eh bien, elle varie. Donc il y a des variations, et ce sont ces variations qui font la qualité de la lumière. D'accord ? Donc on peut la tamiser, mais même au travers justement de cet tamis translucide, eh bien on a de ces variations donc dans l'espace. Alors, je vous ai parlé donc d'effet lumière, je vous ai montré d'ailleurs juste avant un mécanisme lumière intéressant, d'autres beaucoup plus radicaux, mais non moins intéressants, loin de là, par Enrique Merelles et Carmen Piñón, près de Barcelone, le cimetière d'Igualada. Bon, je ne sais pas s'il a été terminé depuis, mais lorsque je l'ai visité, il était dans cet état-là, où on a non seulement des références à Le Corbusier, donc on y reviendra, mais vous voyez la sophistication des mécanismes lumière, d'accord, donc ce qu'on appelle des prises de lumière, je préfère de loin des mécanismes lumière parce que c'est pas seulement prendre la lumière, c'est véritablement la travailler, la déformer dans sa direction, dans sa nature, la rendre, on a vu avec l'exemple précédent, la faire passer de direct à diffuse, changer la direction de la lumière. Regardez ici, à l'extérieur, la vue en bas à gauche, la direction de la lumière, et puis celle qui est
envoyé à l'intérieur, donc image du bas. Voilà. Donc ça, c'est le travail du mécanisme lumière. Alors je vous ai dit juste avant justement ces références au Corbusier, donc avec ici donc la chapelle du couvent de la Tourette près de Lyon, et en fait bon, 3 types de mécanismes lumière. Alors désolé pour les termes, je ne les cautionne qu'à moitié, enfin même pas du tout, mais enfin quand je dis à moitié, c'est parce que ils expriment malheureusement bien ce qu'ils veulent dire. Donc en haut, on a des canons à lumière, en bas, enfin au milieu, des mitraillettes à lumière, et en bas, des meurtrières à lumière. Très militaire, voilà. Mais donc on a 3 ambiances totalement différentes, avec justement ces prises de lumière ou ces mécanismes lumière. Alors ici, ils sont encore assez simples par rapport à ceux que je vous ai montrés, volontairement d'abord d'ailleurs, donc ceux du cimetière d'Igualada. Alors donc, les canons en lumière, eh bien, donc amènent la lumière en un point très précis et bien défini. Les mitraillettes à lumière, bon, on sent un petit peu les points, mais c'est plus homogène, d'accord. Et les meurtrières vont conduire en fait la lumière, en lui faisant changer d'angle au passage. Et éventuellement à colorer, vous voyez qu'il y a une couleur à l'intérieur des meurtrières là et des canons, et donc on va colorer la lumière. D'accord. Donc c'est aussi un des paramètres à prendre en compte. Et donc ici, en bas à gauche, vous avez le plan de la chapelle avec quatre directions, mais on va travailler surtout sur les 4 sections, 4 coupes en fait. Donc la A', B', et, sur lesquels on va travailler, et 2 autres. Et donc, ces 2 éléments longitudinaux sont dans le même espace, devraient avoir en fait des allures semblables sur le graphe au-dessus. Alors, peut-être un petit mot d'explication pour ceux qui n'y sont pas habitués. Donc, ici, on a mesuré la lumière, donc toujours à l'aide d'un luxmètre, cette fois-ci non pas en un point donné comme ce que je vous montrais pour la bibliothèque de Hans Scharoun à Berlin, mais en se déplaçant dans l'espace. En fait, on fait un transect et on voit ce qu'il en est. Je vous montrerai d'autres exemples, plus sophistiqués encore. Alors, donc ici, dans la partie gauche, on a les stalles. Le plan demanderait peut-être à être redessiné d'ailleurs. Donc dans les stalles avec les meurtrières à lumière, excusez-moi. Voilà. Au-dessus du dé, on a cet espace arrondi, et ça c'est l'espace avec les canons en lumière. Et puis les mitraillettes à lumière, c'est en dessous du D', le rectangle qui est là. Bref, et alors on a une prise de lumière oblique, en bas à droite du bâtiment, du côté B'. Voilà. Et donc en définitive, on va voir l'influence de ces mécanismes, pas vraiment les mitraillettes parce que c'est dans la sacristie et donc elle est fermée principalement, mais donc ici on voit que quand je me situe au centre entre les stalles, qui sont les bancs où les moines s'asseyent pour lire et chanter, donc ils ont besoin de lumière venant de derrière. Eh bien au centre, vous voyez, il y a relativement peu, enfin en tout cas moins de lumière que sur l'axe BB', il y a moins de lumière que sur l'axe AA' dans la partie gauche. C'est normal puisque on doit surtout éclairer. Alors, vous voyez que c'est
ici, les valeurs, elles ne sont pas données en luxe comme celles que je vous ai données précédemment avec la bibliothèque de Hanshaun, mais en pourcentage de la quantité de lumière naturelle qu'il y a à l'extérieur. Donc on prend les mesures en luxe, à l'intérieur, à l'extérieur, et on en fait le pourcentage. Vous voyez qu'on est en dessous du pourcent. Ce n'est vraiment pas grand-chose. D'accord ? Et donc, en fait, on va avoir très très peu de lumière, vous le voyez sur les photos, mais ça peut être suffisant. D'accord ? Et puis, cette lumière, elle va onduler sur la coupe A, sur le transect plutôt AA', avec des variations justement qui vous montrent l'impact des 3 canons à lumière qu'on voit sur la photo et avec les 3 bosses, et puis ça va redescendre. Sur le transect BB', eh bien, vous voyez que ça redescend très fort juste avant l'autel qui est ce rectangle au centre de la pièce, là, enfin, ou cet ensemble de rectangles, voilà, où ça remonte malgré tout, et on va s'approcher justement de l'effet de la prise de lumière en bas à gauche du plan, et ça va remonter de cette manière-là. Donc vous voyez les variations que l'on peut amener dans l'espace. Voilà. Alors ça, j'anticipe sur les 2 autres vidéos, mais donc dans le cadre d'un TFE que j'ai dirigé, eh bien donc Jean-Denis Thierry, un étudiant de l'UCL, de l'UC Louvain, de la faculté d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme, voilà, eh bien, a réalisé en Finlande durant son Erasmus, et il a pris 3600 mesures, donc avec le luxmètre, et donc vous voyez ici les points à différents moments, ce qui a permis après, et ce sont les 2 images de droite, de dessiner finalement en 3D les valeurs en fait mesurées, et puis d'en faire les fausses couleurs sur une échelle logarithmique, ce qui permet en fait de lire l'interaction entre les mécanismes lumière et les effets lumière, mais on y reviendra. Alors, pour ce faire, Alvar Aalto n'avait pas la possibilité de faire des grandes simulations, donc pendant longtemps, on a utilisé des maquettes. Alors, ça s'utilise, ou ça s'utilisait encore, sous ciel artificiel. Je vous montre ici, malgré tout, la difficulté de lire cela. Donc maquette sous ciel artificiel, donc c'est-à-dire que c'est un dôme avec toutes des lampes, comme ça on maîtrise en fait l'orientation du soleil très précisément, pour par exemple venir mettre des pare-soleil, dans ce cas-ci, les 3 éléments supérieurs en façade. Quand on voit la maquette donc sur la photo de gauche, on se dit, ah oui, avec des pare-soleil comme ceux-là, même si le vitrage est haut, il n'y aura pas de problème. Ah, ok. Regardez l'image de droite en fausse couleur, d'accord ? Vous voyez que il y a donc, au plus c'est rouge, au plus il y a de lumière, au plus c'est bleu, au moins il y en a, d'accord ? Et que l'ombre n'est pas du tout là où on le croit, d'accord ? Elle est justement un peu décalée. Bon, le soleil est relativement à l'horizontale, certes, mais c'est ce qu'on a souvent finalement dans nos régions, et c'est dans ce cas-là que l'on peut avoir justement de l'éblouissement, d'accord ? Et on se rend compte que finalement, ces grands éléments ne servent à rien. D'accord ? Donc attention, alors aujourd'hui on a des outils informatiques, le VIS, le Velux Daylight Visualizer ou autres, qui permettent des approches un petit peu plus fines, mais néanmoins. D'accord ? Alors, donc au travers de ce que je viens de vous montrer, il y a la spatialité, d'accord ? Et la manière de justement
transformer la lumière. Alors ici, très rapidement malheureusement, ce fragment de la chapelle de Ronchamp, donc voilà. Alors ce n'est pas la partie que vous voyez, donc la tour que vous voyez donc sur l'axonométrie à gauche, pardon, mais bien celle qui est un peu en dessous, mais le principe est le même. Donc voilà. Et donc en fait, ici, on est devant quelque chose qui est hallucinant. Vraiment, c'est de là. Enfin, c'est plus que de la grande maîtrise. C'est, je sais pas, il n'y a pas de nom pour ça. Donc voilà, parce que Corbu parvient à manipuler la lumière, donc à avoir des effets, enfin un effet global et des effets de lumière, avec des mécanismes lumière qui sont époustouflants. Donc ça, on est en train de regarder vers le haut, et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait, si on part du haut, une grande fente de lumière, là, verticalement. Alors vous avez la grande vue donc à droite, et une vue en fausse couleur, donc en bleu et jaune. Au plus c'est jaune, au plus il y a de lumière, et au plus c'est bleu, au plus c'est à l'ombre. Le blanc est le neutre, un neutre relatif, d'accord, mais ça permet d'avoir une échelle, en tout cas, assez facile à lire et donc à visualiser. Alors, donc, si on reprend, on a ce trait vertical là qui est bien jaune sur l'image en fausse couleur, parsemé en fait de 3 petits carrés, j'y reviendrai, et alors cet élément vertical en jaune, comme les petits carrés et l'autre élément dont je vais parler après, eh bien vous voyez que par rapport à la façade qui est déjà épaisse, eh bien Corbu lui donne encore de l'épaisseur, hein, avec les retours là de part et d'autre, ou les encadrements. Voilà. Alors ça repose ça repose sur ce qu'on peut appeler une étagère à lumière d'une certaine manière, light shelf, mais qui est très particulière dans la mesure où on a un petit peu l'équivalent d'abasson en fait pour un clocher là, et donc on a des éléments qui viennent justement briser la lumière directe. Ok, donc voilà. Et donc si on repart de cet élément, eh bien on se rend compte que la manipulation est telle, regardez bien l'image en fausse couleur, que la lumière, elle n'est plus verticale, ou en tout cas elle ne vient plus du haut, elle est horizontale. Donc Corbu parvient à, entre guillemets, casser la direction naturelle de la lumière pour la faire devenir horizontale, d'accord, et se répartir aussi tout autour en fait de cet espace donc du mur arrière, enfin courbe, voilà. Alors ça donne une lumière qui est aussi neutre. Alors attention, même si ça paraît horizontal là, la lumière descend malgré tout. D'accord, et donc voilà, ça va descendre jusqu'en bas. Mais néanmoins, on a finalement une sorte de luminaire qui a été fait à cet endroit-là. Alors, ça donne une lumière assez homogène, mais assez neutre, si on a uniquement ce mécanisme lumière. Ça ne fait pas de l'architecture. En tout cas, ça ne fait pas de la lumière architecturale. Et donc, c'est pour ça que Corbu fait cette grande verticale, surtout qu'on est dans un lieu sacré, un lieu de culte, et donc la verticalité fait partie de ce côté un peu sacré comme ça, et donc du regard qui se dirige vers Dieu, et la lumière montre cela. Alors, vous voyez que c'est assez subtil quand vous regardez l'image en jaune et bleu ou l'autre, éventuellement, mais donc il y a cette force de la verticale, et puis en fait le rayon lumineux se divise en fait
en plusieurs fragments. D'accord. Donc voilà. Donc on est dans la verticalité, mais une verticalité qui est encore douce, je ne dirais pas neutre justement. Hein, donc voilà. Donc de l'horizontalité et de cette neutralité un peu brouillard comme ça, des étagères à lumière, eh bien on passe à une structure lumière qui est donc plus verticale, mais qui est encore très douce. D'accord. Et encore relativement neutre. Alors, cette verticalité, elle est aussi symétrique. Et donc la symétrie, même si vous voyez que les rayons du soleil font que c'est pas si symétrique que ça, mais bon, voilà. Un visage qui est trop symétrique, c'est un visage qui n'a pas, qui est dérangeant. Faites expérience, prenez votre photo, coupez-la en deux sur Photoshop, faites miroir, copier en miroir, vous verrez, vous ne vous reconnaîtrez pas tout à fait. D'accord. C'est ce qui fait que la Pompadour ou Marilyn avait un grain de beauté. Et ici, on a 3 grains de beauté, qui sont les 3 petits carrés. Et donc, qui apportent de la lumière très ponctuellement, d'accord, mais avec des caractéristiques très spécifiques. Si vous voyez, en partant de la gauche, celui qui est tout à fait à gauche, vous voyez que ça renvoie la lumière sur la paroi supérieure, la voûte, et après, ben, ça va redescendre, inévitablement, mais voilà. Et donc, c'est un point lumineux. Si on passe de l'autre côté, il est intéressant, ce petit carré, parce que vous voyez que les traits lumineux sont de la fente verticale sont plutôt vers la gauche, hein, en fonction de la direction du soleil, et celui-là, eh bien, envoie la lumière dans cette zone de diffusion, d'accord, et rééquilibre un petit peu. Et le troisième point lumineux, donc le troisième carré, eh bien, vous envoyez la trace sur la paroi de droite, là, hein, et donc il vient, en fait, faire teinter un peu des sonnailles, d'accord, donc les deux extrêmes font teinter un peu des sonnailles par rapport à un cœur qui serait trop homogène si on veut essayer une analogie avec la musique. Voilà. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller dans la construction. Alors un point évidemment, puisque avec l'architecture de Jacques Dupuy, je parlais de l'importance des parois, donc de la couleur et ainsi de suite, mais ici il y a la matérialité en plus, et donc on est dans un crépi, mais qui est extrêmement rugueux, qui a de la matière et où la lumière va s'accrocher et donc en fait avoir des éléments qui vont justement renvoyer la lumière, même des petits points justement vers le bas, quasiment directement. Et donc on a des effets miroirs quasiment qui se passent. Donc extrêmement complexe. Alors pour ça, Corbu en fait a un peu triché entre guillemets. Il a regardé et il a vu quelque chose. Alors, Corbu n'a pas de formation d'architecte, il se forme par lui-même, mais il fait le grand voyage d'Italie, comme le faisaient les architectes avant lui, et il a des petits carnets, des carnets Moleskine qui sont très petits, et en 1910, il découvre en fait la Villa d'Adrien, donc qui est le palais de l'empereur Adrien en dehors de Rome, tout de même à quelques kilomètres, aujourd'hui évidemment en ruine, et qui est superbe, et il est frappé par une construction, donc au bout du bassin du Canope, et cette construction, bon, ben, elle est voûtée, mais elle est en ruine en partie, et donc la voûte au bout s'est plus ou moins effondrée, et donc il y a, lumière, ombre, lumière, hein, comme je vous expliquais avec Oku. Donc voilà, et il y a un effet de lumière. Donc il a ce petit carnet, il fait 4 crowbars, en tout cas croquis très rapides, 1910, et en 1950, quand on lui demande de faire le projet de la chapelle de Ronchamp, hein, donc vous voyez les deux photos d'ailleurs côte à côte là, eh bien il se souvient de cela, il ressort son carnet,
c'est pas un secret, hein, ouvrez l'œuvre complète de Corbu et vous lirez ce que je vous dis, et dit, ok, je reprends ça et je refais ça. Bon, évidemment, c'est un peu facile à dire, d'accord? Donc voilà, mais voilà, il le fait, il le met en place, et je vous ai décrit donc la subtilité des mécanismes, et vous voyez l'effet lumière donc sur la photo de Ronchamp là, qui est là. Alors bon, d'autres dessins et esquisses, j'ignore enfin comment il a affiné cela. Bon, c'est après la guerre, donc Corbu passe de Corbu peintre à Corbu sculpteur, et bon, je crois que voilà, cette dimension-là est à prendre en compte. Alors, pour terminer ici, puisque je vous ai parlé des fausses couleurs et de la lumière, ici des exemples. Alors, manière de dessiner a évolué d'ailleurs dans le temps, que j'ai mis en place progressivement. Ça fait encore des petits moutons, mais donc voilà, je vous suggère de faire ce que je demande aux étudiants de faire, si ça vous intéresse, d'essayer de dessiner d'abord en noir et blanc sans trait. Il n'y a pas de trait, voilà, une arête, non, ce n'est pas un trait, c'est la lumière. Alors ici, donc, c'est un peu trop moutonneux, il faudrait les rebonds en fait de lumière, voilà, de ne pas effacer, d'essayer de comprendre quelles sont vos erreurs, en orange les premières, et donc après de passer justement, de dessiner en jaune et bleu, donc avec ce que je vous ai expliqué, au plus c'est jaune, au plus il y a de lumière, au plus c'est bleu, au plus il y a d'ombre, voilà. De prendre des photos avant le dessin, en noir et blanc, entre les deux dessins, celui en noir et blanc et celui en jaune et bleu, et après le jaune et bleu, parce que la lumière peut changer assez radicalement. D'ailleurs, parfois, pendant que vous dessinez, il faut être assez rapide, voilà. Et donc ici, donc de dessiner en jaune et bleu, de mettre en orange ce que vous repérez comme erreur, ne gommez rien, et en fait comment dire, et sur base de l'image en jaune et bleu, de noter les erreurs que vous avez faites, que vous n'avez pas repérées au moment même, mais qui apparaissent. Alors attention que la photo, elle est donc d'une part souvent aujourd'hui prise avec un smartphone qui, entre guillemets, améliore la photo et donc déforme un peu par rapport à votre œil et compagnie. Donc ne vous flagellez pas trop vite, ça ne vaut pas la peine. Donc voilà, d'une part. Et donc pour la petite histoire, eh bien, le jaune et bleu est réalisé avec un logiciel qui s'appelle ImageJ, et sur la chaîne, il y a le tutoriel pour réaliser ce jaune et bleu. Voilà les informations que j'avais à vous donner à ce niveau-là. À bientôt pour la suite.